Oui, salut. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous montrer deux sortes d'extracteurs à thé de compost. On va appeler ça des brewers, finalement des brasseurs en français, là, pour faire du thé de compost. La vidéo s'adresse peut-être à du monde qui ont déjà une bonne, une bonne connaissance du compost puis du thé de compost. Je vais faire d'autres vidéos pour introduire ça comme du monde parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là là, de thé de compost. Ça fait du thé de compost aéré. Puis, je vais vous montrer deux modèles. Je veux faire ça là sans trop de vidéos d'introduction parce que dans la période où on est là, c'est la meilleure. Dans la période où nos semis sont pas trop gros, c'est dans la meilleure période pour les traiter avec un thé de compost en prévention pour toutes les maladies fongiques. C'est efficace avec vraiment beaucoup de pour contrer beaucoup de maladies fongiques là, comme la moisissure grise là, qui est causée par la botrytis, la fonte des semis qui est causée par Pythium. Le flétrissement des feuilles, ça c'est Rhizoctonia. Le mildiou, c'est l'espèce de poudre blanche qu'il peut avoir. Personnellement, ça m'arrive souvent sur tout ce qui est cucurbitacées, là, les courges, les concombres, etc., etc. Il peut en avoir sur les tomates aussi. Fait que c'est efficace, mais c'est efficace en prévention quand les semis sont pas trop grosses, les plants sont pas trop gros, ils ont 2, 4, 6 paires de vraies feuilles. C'est vraiment intéressant de le faire à ce moment-là parce qu'on a plus de chances d'avoir des résultats positifs puis durables après. Ça ne nous empêche pas de faire plusieurs applications, mais c'est tout le temps plus facile d'appliquer un thé de compost sur un plant qui est plus petit parce qu'on peut couvrir plus le plant que quand il est plus gros. Ça nous demande moins d'équipement. On peut simplement l'arroser ou prendre un petit vaporisateur à main puis bien couvrir les feuilles. C'est à peu près le ratio, il faut au moins couvrir 75%. Sinon, le best, c'est sûr, c'est 100%, là, mais au moins 75% de la surface des feuilles pour protéger contre ces maladies fongiques-là. Le dessus et le dessous de la feuille. Je vais vous montrer rapidement le premier. Ce premier modèle-là, là, c'est celui-là que je voulais faire à l'origine. C'est celui-là que j'ai fait puis que j'ai testé aussi. À cause que j'ai pas la pompe d'origine, c'est un monsieur qui a développé ce modèle simplifié-là. Son site, ça s'appelle Microbes Organic. Je vais vous donner en description comment le trouver. Puis il y a un modèle qui est plus élaboré, si on veut, qui est fait par Keep It Simple. Puis c'est un modèle qui recircule l'eau avec le compost qu'on met dedans. Puis avec la pompe qu'ils ont, c'est une Elemental 951. C'est une pompe à bassin. C'est une pompe qui est capable de pousser beaucoup d'eau en peu de temps. Ils ont un thé de compost avec un maximum de biomasse dedans. En 12 heures, le thé est prêt, ce qui est très rapide. Okay? Ça donne pas ça, c'est un peu plus long. Je veux juste vous montrer. Avec ça, ça me prend là, à peu près, là, je dirais 25 heures pour avoir un thé de compost qui a une biomasse suffisante et appréciable. Puis quand on parle de biomasse, je vais y revenir après, je vais vous expliquer, c'est un concept qui est quand même assez important, parce que c'est comme ça qu'on mesure que notre thé de compost il est bon ou il sert à rien. Parce que dans le fond, si on calcule ça, on est aussi bien. Si on a déjà une bonne biomasse dans notre compost, on n'a qu'à appliquer notre compost au sol. C'est un peu plus dur de faire du travail pour protéger nos feuilles et nos plants, par exemple. Mais le but d'un thé de compost, c'est d'avoir au moins autant de biomasse de champignons, bactéries, protozoaires, nématodes. Il faut qu'il y ait une biomasse égale ou idéalement de beaucoup supérieure à ce qu'on a dans notre compost à la base. Fait que je vais le faire virer, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Là j'ai pris la fluviale, ça c'est une pompe à 60$ à peu près.
Ordinairement, je prends la Marina 200, qui est une pompe à 30 $. Mais là, je l'ai essayé, puis pour une raison que je ne connais pas, ça n'a pas donné les résultats que je voulais. Il y a probablement des fuites dans le système. Là, je vais vous montrer elle parce qu'il travaille mieux. Là, à cette vitesse-là, OK, il recircule toute l'eau qu'il y a dans mon 5 gallons en à peu près 2 minutes et demie. En 2 minutes et demie, l'eau est toute recirculée. C'est ça qui fait que l'eau s'oxygène, puis que les micro-organismes qui sont sur les particules de compost se détachent et sont suspendus dans l'eau. Fait que je vais le partir, puis on va regarder comment ça travaille. Vous allez voir sur la vidéo que je vais vous donner là, à quel point c'est différent là, parce que la pompe est vraiment forte, mais ça dépanne, ça fait quand même une bonne job. Fait que l'eau est recirculée comme ça. Je vais vous le démonter tantôt pour vous donner un aperçu des pièces à nettoyer. Ce qui est vraiment important dans ce modèle-là, c'est de vraiment bien nettoyer les tuyaux parce qu'on peut avoir des problèmes à la suite de plusieurs brassées. Les bactéries, ce qu'elles font pour être capables de s'accrocher à des surfaces, c'est qu'elles font des cols biologiques. Ça lui permet de se fixer puis de se multiplier. Mais à toutes les fois qu'on fait un thé de compost, l'épaisseur de cette matrice de colle-là augmente. Puis là, ce qui se passe, c'est que les bactéries qui sont à l'intérieur, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus de bouffe, ils en meurent. Puis à toutes les fois qu'on recommence, ils appellent ça, le phénomène s'appelle du bio-encroûtement. À toutes les fois qu'on recommence une brassée, il y a d'autres bactéries qui se fixent là. Puis là, même, ça produit comme un milieu qui est anaérobique. Puis là, tu te ramasses avec des bactéries que tu ne veux pas avoir dans ton sol, puis que tu ne veux pas avoir dans tes plantes. Puis tu te ramasses aussi avec des champignons anaérobiques que tu ne veux pas avoir dans tes plantes non plus. Fait que c'est important à toutes les fois de bien nettoyer. Le désavantage de ce modèle-là, je trouve, ben c'est ça. C'est que, je vais vous montrer, je vais le démonter. Avant de le démonter, je vais vous montrer comment que ça... Le principe, c'est que la pompe pousse l'air. L'air cherche à remonter. Puis l'eau rentre par l'intake ici, puis ressort avec l'air au top. Puis tombe en chute dans le 5 gallons. Fait que ça fait en sorte qu'il y a une bonne circulation, puis il y a une bonne aération de l'eau avec la recette de compost qu'on met dans notre eau. Là-dedans, je dois avoir à peu près 15 à 16 litres d'eau. Là, je vais vous montrer. Bon, on a ça, OK? Je vais tasser ça. Pour le démonter, c'est tout de l'Ipex 1,5 pouce. Mais là, ça, il faut tout nettoyer ça. Il faut nettoyer les coudes. Il faut nettoyer le joint entre les coudes. Puis là, on a un T. Puis notre main qui est ici, un autre T. Fait qu'il faut se trouver un moyen. Moi, j'ai fait comme je me suis pris comme une broche puis un scrub. Là, puis je faisais comme passer ça dans le... Bon, pas exprès, je suis pas capable de l'enlever. Pour passer ça dans tous mes tuyaux pour bien nettoyer. Puis je vois qu'il reste encore un peu de stock. Ça fait que ça fait du bon thé, mais le nettoyage est un peu pénible. OK? La meilleure façon que j'ai trouvé, puis j'ai pris ce modèle-là en observant les brewers commerciaux qui peuvent brewer 1500 litres de thé de compost à la fois, qui sont faits comme... Le principe, c'est ça. C'est qu'ils sont faits comme en entonnoir. Ça aussi, je vais vous donner des places pour aller voir. Ils sont faits en stainless steel, puis ils sont faits comme en entonnoir. L'arrivée d'air est complètement au fond, puis toutes les particules de compost qui sont agitées et oxygénées, quand ils redescendent vers le fond, ben, ils retombent dans l'output d'air puis ils font juste remonter. C'est la façon la plus efficace, la plus cheap. Ça coûte rien, ça te prend 2 bouteilles. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça prend. La plus cheap de faire un brewer. Puis
avec celui-là, j'ai pris des chiffres. Je vais vous montrer comment il fonctionne avant. Puis après ça, on parlera des chiffres, puis des affaires à checker, puis des recettes aussi que vous pouvez expérimenter. Je vais vous parler de celle-là que j'ai pris, mais il y en a plusieurs, dépendant des résultats que vous voulez. Encore là, je n'irai pas trop en profondeur là-dedans parce que c'est un sujet qui est vraiment, vraiment large. Puis là, quand tu es en ligne d'un chemin, là, ça s'élargit là, sans arrêt. Là. Fait que je vais me limiter à vous montrer les prototypes pour que vous soyez capable de le faire à la maison. Puis que vous soyez capable de faire votre thé de compost là, efficacement et rapidement pour être capable de traiter vos plants et votre sol. Parce que on ne traite pas juste les plants avec ça. On peut faire une application sur le sol. Moi, c'est de même que je m'en sers le plus souvent. Autrement dit, ce que tu fais dans le fond, c'est que tu prends ton compost, OK? Tu le dilues dans l'eau avec des nutriments pour nourrir tous les micro-organismes qu'il y a déjà dans ton compost. Puis tu multiplies le volume de ce que tu peux traiter en faisant du thé de compost. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que si vous êtes comme moi et vous n'avez pas le temps de faire 2-3 bâches de compost par été, bien souvent avec une bâche de compost qui peut représenter, je ne sais pas, moi, 50 gallons, vous pouvez traiter énormément de sol dans votre rang. Puis ça, c'est un inoculat qui est excellent. C'est comme si vous mettiez du compost à la grandeur de vos rangs. Puis vous faites ça avec très peu de compost à la base, puis vous faites juste arroser puis passer, arroser à la base des plantes. C'est vraiment intéressant comme façon d'amender votre sol du point de vue inoculat, parce que ça amende le sol au point de vue minéral, mais le but de ça, c'est de mettre toute la chaîne des micro-organismes qui vont répondre aux besoins de votre plante dans votre sol. Le but du compost, c'est ça en fin de compte, c'est un inoculat. C'est le but aussi du thé de compost. Fait que je vais vous montrer ce que vous avez besoin pour faire ça. Vous avez besoin de 2 bouteilles d'eau. Ce qui est important, là, c'est de prendre des bouteilles d'eau qui n'ont pas de poignée. Parce que ça, on revient avec le même problème du bio-encroûtement. S'il y a une poignée, là, vous êtes obligé de trouver quelque chose pour nettoyer la poignée. Tandis qu'avec ça, à la limite, ce qui serait super, ça serait que la bouteille soit complètement lisse. Parce qu'à tous les angles, les bactéries vont avoir tendance à se coller dans les creux. Puis, ça se nettoie quand même très bien, très rapidement. Vous n'avez aucune autre pièce à nettoyer que votre bouteille, OK? Puis le premier bout du tuyau qui est ici, dans lequel souvent, là si vous allez voir, ça va faire un U, dans lequel souvent l'eau peut se ramasser. Là. Ça fait que vous prenez il y a des tout petites brosses qui se vendent, là, puis vous pouvez aller chercher ce bout-là. Mais dans le reste du tuyau, c'est juste de l'air qui passe, fait qu'il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer la première affaire à quoi il faut faire attention quand vous faites ça. C'est quand vous voulez couper la partie de votre bouteille qui va comme soutenir votre brasseur. Je vais vous montrer comment ça va. Ça a l'air un peu abstrait. C'est que vous prenez une première bouteille avec vous prenez le fond avec une ouverture ici. Ça va vous permettre de passer votre tuyau. OK. Dans le fond, ça va être comme ça. Ça, vous l'amenez à votre pompe. Puis votre 3 litres de thé de compost va être ici. Ça, finalement, c'est comme un stand. Là, vous allez voir, quand vous allez regarder les commerciaux, ils ont comme des gros stands en stainless, là, mais ça va faire la job. Ça fait que ça vous prend 2 bouteilles. Puis si vous voulez un conseil, quand vous avez vos 2 bouteilles, gardez le bouchon extra, parce que souvent c'est là qu'il y a le plus de stress quand vous décidez de coller votre ligne à air dans votre bouchon. Là, je fais ça avec du silicone, OK? C'est souvent ça. Je pense qu'on est peut-être un peu proche là, parce qu'il y a de la misère à focusser. Puis là, ce que je vais vous montrer pendant qu'on est là, c'est que la partie de votre tube à air qui dépasse le bouchon, faites-la pas trop haute, parce que ce qui se passe dans ce temps-là, c'est que plus c'est haut, plus il y a de matière qui vont se déposer dans le fond de votre bouchon. Puis ça fait une zone qui est aérobique, qui est sans air, qui n'est pas oxygénée ou moins oxygénée. Puis plus elle est épaisse, plus vous allez avoir de ciliés,
de bactéries anaérobiques puis de champignons anaérobiques qui vont se développer dans cette petite surface-là, dans ce petit volume-là. Ça n'a pas l'air grave, mais ça peut faire une différence. Ça fait que j'ai déjà essayé de le mettre complètement flush, mais c'était pas assez solide. Puis aussitôt que je jouais un peu avec mon tuyau, ça avait tendance à pas à dessouder, mais à se défaire. Le silicone tenait mal. Si vous êtes capable de trouver un moyen pour faire ça, ben faites-le parce que c'est pas mal le meilleur. Là, moi, j'ai à peu près peut-être un huitième de pouce de sortie. Puis un autre truc, avant de mettre votre silicone, OK? Prenez quand même la peine de sabler votre bouchon. Ça, c'est du 100 grit ou du 120 grit, je pense. C'est du 150 grit. Peu importe, là, en dedans de 100 en montant, là, c'est correct. Puis sablez un peu le tour de votre tuyau parce que ça fait vraiment une différence pour la grippe du silicone. Je vais vous montrer quelque chose aussi. Ce que j'ai trouvé, c'est celui-là. Écoutez, j'essaie de ne pas en mettre en dedans. Je le mets à l'extérieur, OK? Je le mets à l'extérieur. J'essaie de ne pas en mettre en dedans parce que j'ai l'impression que ça peut dégager de quoi qui est nocif pour les bactéries, champignons, protozoaires et nématodes que dans le thé de compost. Mais je vous dirais que c'est le seul que j'ai trouvé, ça n'en prend pas beaucoup. C'est le seul que j'ai trouvé que j'ouvre. Ça fait plus qu'un an que j'ai ça, puis que je rebouche, puis qu'il reste utilisable. Les autres, ils figent tout. Fait que ça fait une parfaite job. Fait que je vais vous montrer une autre affaire. C'est quand vous venez pour couper justement votre stand, mettez un tape électrique autour de votre bouteille parce que c'est dur de faire une coupe droite. La lame d'Exacto a tendance à vouloir partir à gauche ou à droite souvent, puis dans le tape, on dirait que ça la stabilise, puis ça fait une coupe plus droite. Fait que je vais vous montrer comment que ça... Vous êtes bon pour faire ça, là, mais c'est ça. Je la passe comme ça. Puis un coup que le chemin est commencé là, dans le tape électrique, ça va super bien. Parce qu'on dirait que sans ça, c'est dur de faire une coupe clean. Ça, c'est la première étape. Vous coupez ça. Après, vous faites l'ouverture qui va vous permettre de sortir votre tube en bas. Puis là, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais mettre de l'eau dedans. Je vais vous montrer comment il opère. Après ça, je vais vous donner les chiffres. Parce que j'ai fait des moyennes. Ça donne ça. Assurez-vous de le couper assez grand pour que... Là, il y a peut-être un petit peu de résistance. Là. Assez grand pour que la partie d'en haut fit dedans. Là, un coup qu'il va y avoir de l'eau dedans, ça va être correct. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser mon chose. Fait que 2 bouteilles d'eau. C'est tout ce que ça vous prend. Là, je vous ai montré le bouchon, puis je vais vous montrer d'autres choses aussi. J'ai déjà essayé avec des tuyaux un peu plus gros parce que je voulais que je voulais qu'en bas, ça soit un peu plus... idéalement, je voulais que le tuyau soit la même grosseur que le bouchon. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça réduit le power de la pompe parce que l'air est sur un tuyau, arrive sur un tuyau qui est beaucoup plus petit. Fait que j'aime mieux prendre un tuyau de la même grosseur maintenant. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que ces tuyaux-là sont un peu plus rigides. Puis à toutes les fois qu'on met le tuyau à sa place, il fait comme un coude, puis il courbe, puis il arrive dans le fond du contenant. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait travailler beaucoup ce joint de silicone-là, puis ça le rend plus fragile. Fait que maintenant, ce que je fais, c'est que je prends ces tuyaux-là qui sont de la même grosseur que le tuyau qui va sur ma pompe, puis qui sont beaucoup plus flexibles. Ça fait que ça fait un peu moins travailler mon joint de silicone là, parce que ça plie facilement. On est capable c'est beaucoup plus malléable. Fait que là, je vais remettre mon bouchon. Je vais la faire virer pour vous montrer comment ça opère. Puis après ça, on parlera des résultats qu'on peut avoir. Ça va être plus facile que je passe comme ça avant. Bon, puis pour ça, je vais prendre la Marina 200, là, qui est une petite pompe à aquarium de 25-30$, ce qui est pas très cher. Puis là, vous voyez,
J'essaie de le mettre. Je vais le mettre en fonction tout de suite. Puis je vais mettre l'eau à mesure. Pour aller plugger ma pompe. Ça. Qui tombe, peut-être ça va aller un peu rapide. Bon, là vous voyez, ça je mets 3 litres d'eau dans ce modèle-là. Je vais le remplir un peu plus, puis on va pouvoir le checker du dessus. C'est un brewer vraiment efficace, ok? Puis ça fait pas une quantité énorme de thé, mais ça fait du thé de très bonne qualité, de très haute densité. Les micro-organismes ont une très haute densité dans ce thé-là. Fait que si on est capable de regarder du dessus, fait que là ce qui se passe, c'est qu'un coup qu'on met notre compost puis nos nutriments là-dedans, je vais vous parler de ça aussi. Ben là, il y a une circulation qui se fait, puis toutes les particules qui sont plus pesantes, ils redescendent au fond, mais à cause que le fond, il est fait comme en entonnoir comme ça revient au milieu, puis c'est recirculé, puis c'est réagité, si vous voulez, par l'air qui sort. Puis là, la pompe, c'est ça, c'est une petite Marina 200. Puis ça va très bien. Ça, j'ai un thé de compost avec la recette que j'avais. Après 19 heures, le thé de compost est complet. Là, on va parler un petit peu plus des chiffres. Je vais arrêter ça. Puis on va avoir fait le tour. Fait 2 bouteilles d'eau, une pompe à aquarium, un peu de silicone puis du petit tube bleu. Vous allez avoir besoin d'un thé, comme ça, pour pogner les deux outlets de la Marina 200 parce qu'elle en a 2. Si vous avez une pompe qui a juste une sortie, ben vous n'avez pas besoin de ça. Ensuite de ça, bon, ça c'est fini. Je pense qu'on va pouvoir rentrer plus dans le concret. Ah ouais, je pourrais faire ça tout de suite. Si vous voulez faire des tests, ok, vous pouvez toujours faire des modèles vraiment petits pour avoir un petit volume, puis faire une règle de 3 pour adapter votre recette. Faire une plus petite recette si vous voulez faire des tests sur certains nutriments, voir si... Idéalement, c'est tout le temps ça qu'il faut faire, ok? Quand on parle de nourriture pour les champignons, les bactéries, il faut tout le temps voir qu'est-ce que ça fait avant de présumer que ça peut être bon. Parce que souvent, il y a des genres de nourriture qu'on peut mettre qui ralentissent ou qui accélèrent le développement des micro-organismes qu'on va avoir. Puis il faut faire des tests avant. Fait qu'on peut y aller comme ça, avec encore plus petit, mais vous pouvez y aller, même principe, pas de poignée, une bouteille emboîtée dans l'autre. Vous pouvez y aller plus gros, ça c'est une 8 litres. Fait que, tu sais, vous gagnez déjà plusieurs litres là, si vous avez plus de surface à traiter. Fait que c'est le même principe avec des bouteilles un peu plus grosses ou un peu plus petites. À part de ça, l'affaire c'est que, ouais, là quand on parle de thé de compost, qu'est-ce qu'on veut d'un thé de compost? Quand on fait ça, ok, ce qu'on veut, c'est que les micro-organismes aient de l'oxygène. Ok, c'est l'affaire la plus importante, de la nourriture puis de l'oxygène. Il ne faut pas que le ppm d'oxygène descende en bas de 6. Okay? Si tu es à 6 ppm, tu es sur la ligne entre le développement de tout ce qui est aérobie, puis en bas de 6, c'est tout ce qui est anaérobie va prendre la place, c'est-à-dire les ciliés, les bactéries anaérobies, les champignons anaérobies. Tout ce qui est anaérobie, okay? Il ne faut pas en faire une maladie, mais quand tu as une concentration assez importante de ces organismes-là dans ton sol, tes plantes n'ont pas ce qu'il leur faut, puis ça nuit à tes plantes, puis tes plantes tombent malades.
Tous les champignons qu'on a parlé tantôt, Botrytis, on n'a pas parlé du Fusarium, Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, c'est tous des champignons qui se développent bien dans des milieux anaérobiques ou des milieux où il y a 6 ppm et moins d'oxygène. OK? Avec ce brewer-là, j'ai été capable de... Un conseil que je vous donne, avant de faire votre compost, avant de mettre votre mélange, votre recette dedans pour faire votre thé de compost, laissez-le rouler à peu près 1 heure. Montez votre ppm en oxygène. Puis ça, je vais vous expliquer aussi pour les ppm. Là, parce que ce qu'il faut pour ça, c'est ça. Pour mesurer ppm, ça te prend ce qu'on appelle un diometer. Ça mesure l'oxygène dissout dans votre solution. OK? Ça sert à toutes sortes de choses. Là. Mais ça, c'est assez dispendieux. OK? Mais mon but là-dedans, moi, c'est de vous donner, de prendre des données avec ça. OK? De vous donner ce que j'ai eu comme résultat. Puis si vous faites le même setup que moi, vous n'aurez pas besoin de ça. OK? Vous allez être capable d'avoir, idéalement, ouais, c'est le fun d'avoir ça. Mais je veux dire, c'est quand même assez dispendieux. Je pense que c'est 300-400 $. Je ne me rappelle plus exactement. Là. Vous allez être capable d'avoir des résultats quasiment assurés avec un compost qui a du bon sens, disons. Fait que avec ça, ce que j'ai eu au début, c'est que je l'ai fait rouler 1 heure. J'ai eu une concentration d'oxygène de 14 ppm, ce qui est très fort, okay, ce qui est très bon. Puis je pense que le maximum qu'on peut avoir au niveau de la mer, j'étais à peu près au niveau de la mer ici, je pense que c'est 16 ppm. Fait que j'étais à 14. Puis le but là-dedans, c'est quand vous rajoutez votre compost avec votre nourriture pour le micro-organisme, c'est qu'eux autres, ils vont se multiplier puis ils vont consommer de l'oxygène. C'est que quand ils atteignent leur pic puis qu'ils sont au maximum de leur nombre, ça c'est quand votre thé de compost est prêt, il faut que votre brewer soit capable de fournir l'oxygène voulu pour entretenir toutes ces bactéries, champignons, protozoaires, nématodes-là, requièrent comme oxygène. Fait qu'avec lui, à mon maximum, à mon pic de biomasse, j'étais à 9,7 ppm, ce qui est excellent. Puis c'est ça qui est intéressant avec ce petit brasseur-là, c'est qu'il garde bien sa concentration d'oxygène avec une petite pompe de 25 $. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis avec ça, c'est ça qui te permet d'avoir un thé de compost là, de grande qualité. Fait que concentration d'oxygène, ce qu'il faut qu'il fasse aussi, c'est que l'agitation soit... moi, ce que je fais, c'est que je mets le compost dedans, tel quel. Il faut que l'agitation soit assez forte pour détacher les micro-organismes puis les mettre en suspension dans l'eau, puis qu'ils se multiplient dans l'eau. Il faut qu'il y ait une agitation efficace, mais pas trop forte pour ne pas les briser ou les faire exploser. Parce que quand les pressions sont trop fortes, les bactéries, c'est quand même sensible. C'est comme nous autres. Là, souvent, une trop grande pression, on brise, on casse. Fait qu'il fait ça aussi. Il faut qu'il soit facile à nettoyer. Il est très facile à nettoyer parce qu'après ça, tout ce que tu as, c'est un petit bout de tube. Puis... tu peux nettoyer ton contenant très très facilement, très très rapidement. Puis c'est ça, en gros, c'est pas mal le meilleur. Ça coûte rien, il n'est pas dispendieux à faire. Ça coûte le gros de la dépense là-dedans, c'est le prix de la pompe qui est, comme je vous disais, 25 à 30 $. Je vais essayer de passer rapidement. Je me suis pris des notes. Je veux juste voir si je vous ai tout dit. OK. Ça fait que ça, c'est fait. Ce qui va se multiplier dans votre thé de compost, OK? Le nombre de nématodes. Puis en passant les nématodes, ça je vais revenir là-dessus. Là. Les nématodes, là, c'est pas mauvais dans le sol. C'est les nématodes qui consomment des racines de plantes, sont pas bons pour les plantes, mais tu as une légion de nématodes qui compétitionnent ces nématodes-là, puis qui les prédatent dans le sol. Les nématodes sont hyper importants. C'est des gros mangeurs de bactéries. C'est des mangeurs de champignons aussi. Puis ça permet de faire rouler beaucoup de nutriments. Les protozoaires sont importants, mais dans le temps qu'on fait notre thé de compost, ces deux classes d'organismes-là n'ont pas le temps de se reproduire. Fait qu'ils vont rester exactement les mêmes que dans la quantité de compost que vous mettez dans votre lombricompost, que vous mettez dans votre brasseur de thé. Ça prendrait vraiment plus long que ça
pour faire monter ces populations-là. OK? Mais ce qui change, par exemple, c'est la population de bactéries puis la population de champignons. Puis les bactéries, là, ça peut, si tu prends ton nombre de bactéries, ta biomasse de bactéries moyenne dans ton compost, dans ton thé de compost, elle peut augmenter de 100 à 500 fois. C'est énorme. Puis c'est ça qui fait qu'après, tu as besoin d'un tout petit volume de thé de compost, puis tu peux inoculer une grande surface de champ. OK? Les champignons, ça se multiplie un petit peu moins vite. La biomasse peut monter à peu près de 5 à 10 fois. OK? Puis, l'autre affaire qui est importante, c'est que la température à laquelle tu veux opérer ça. Quand j'ai fait mon expérience, j'étais à 18. Ça, c'est le minimum. OK? C'est peut-être pour ça que ça me prend un peu de temps à atteindre mon maximum de biomasse. OK? Mais entre 18 et 29 degrés Celsius, là, 29 degrés Celsius, on s'entend que ça commence à être chaud pas mal. Puis ce que ça va faire quand vous augmentez votre température, vous allez augmenter la vitesse de reproduction de vos bactéries et de vos champignons, puis vous allez raccourcir le temps que ça prend pour atteindre votre maximum de biomasse dans votre thé de compost. Donc, il va être prêt avant. Sauf que ce que ça va faire, c'est que la variation d'oxygène, parce que là, plus ta biomasse augmente, plus tu as de micro-organismes en vie, plus ils consomment d'oxygène, plus ton oxygène chute, c'est inversement proportionnel. La drop d'oxygène va se faire rapidement. Elle ne sera pas plus forte parce que tu vas atteindre ton potentiel que ta recette de thé te donne puis que ton compost te donne, mais elle va arriver plus rapidement. Fait que c'est tout le temps le fun d'avoir un système qui est capable de prendre ça puis de gérer ça. Puis ça le gère très bien. Ce système-là, j'arrive dans l'expérience que j'ai faite, puis les mesures que j'ai prises, je suis arrivé à mon maximum de biomasse après 19 heures. Ce qui est quand même pas pire, mais comme je disais tantôt, j'ai l'impression que ça aurait pu aller pas mal plus vite que ça si ma température avait été en haut de 18. Je vise 25-30, je trouve ça un peu chaud. À 25, c'est quand même bon. Il me manquait 7 degrés, mais en tout cas, j'ai choisi de faire ça comme ça. Puis après 19 heures, je suis arrivé à mon maximum. Comment je fais pour savoir que j'arrive à mon maximum de biomasse, à part le fait de dire, ben là, à un moment donné, je vais avoir un creux dans ma concentration d'oxygène, puis là, je vous disais qu'elle était descendue à 9,7. J'ai pris ma température pendant 30 heures à toutes les heures. OK? J'ai fait ça 5 réplicas, c'est-à-dire que j'ai fait 5 recettes avec le même compost, avec les mêmes nutriments pour les micro-organismes, 30 heures de temps. Après ça, j'ai fait une moyenne de 5, de 5 à toutes les heures. J'ai pris ma concentration d'oxygène dissoute à toutes les heures. Ça m'a donné une moyenne à chaque heure. J'avais 5 points différents parce que j'ai fait 5 T différents. Puis après ça, j'ai compilé ça. J'ai fait un graphique là-dessus. Aussitôt que je vais avoir un peu plus de temps, je vais le mettre sur le net avec mes feuilles, puis vous pourrez juste rentrer vos données si ça vous tente, puis vous allez avoir le même type de graphique. C'est le fun de voir ça visuellement, là. Je vous l'explique verbalement, mais quand on voit le graphique, c'est pas mal plus clair. Fait que ce qui est arrivé dans mon cas, c'est qu'à 19h, je suis arrivé dans le bas de ma concentration d'oxygène, puis elle s'est mise à remonter, puis whoop, à 22 à 27 heures, j'ai eu un plateau. Puis ça, ce plateau-là, ça correspond à l'éclosion de mes protozoaires. Parce que les protozoaires, dans le thé de compost, comme je vous disais, les protozoaires nématodes, ils n'ont pas le temps requis pour se multiplier. Fait que les protozoaires sont restés en dormance. La structure dormante d'un protozoaire, ça s'appelle un cyste. C'est comme un rond. Quand tu regardes au microscope, c'est un rond avec, tu vois, un noyau. Puis après, dans mon cas, en tout cas avec le compost que j'avais, qui était du compost qui était très largement forestier, il était issu d'échantillons que j'avais pris en forêt, là, des tout petits échantillons de rien, parce que c'est tellement, il y a tellement beaucoup de micro-organismes dans un petit volume que pour inoculer ton tas de compost, tu pourrais apporter des petits volumes en forêt, c'est des millilitres que tu peux rapporter. Tu n'es pas obligé d'avoir grand chose. Puis
en le mettant dans ton tas de compost, pendant que ton compost est en train de se faire, ça inocule ton tas. Puis ce que j'avais, moi, j'avais beaucoup d'amibes à test. C'est comme, des amibes, c'est comme des protozoaires qui font des pseudopodes, c'est des mangeurs de bactéries. Puis ils se font comme une coquille en silice, un peu comme les diatomées dans la mer, mais c'est des organismes qui sont terrestres. Puis j'ai beaucoup de flagellés aussi. Ça, je vais vous montrer ça au microscope parce que je suis capable de filmer. Puis j'ai ramassé suffisamment de stock pour mettre ça sur le net, mais là c'est une question de temps, mais je vais en mettre pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le compost. C'est quoi un protozoaire? À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble un nématode? Des bactéries au microscope. C'est un microscope optique, là, de quoi ça a l'air? La façon qu'on a d'évaluer la biomasse, à part le fait d'avoir notre creux d'oxygène, c'est de regarder directement le microscope et de la calculer. Fait que ce que tu as dans le fond, c'est que tu vois tes structures, dans un certain champ, tu es capable de calculer ta surface. Puis après ça, tu es capable d'évaluer avec des densités volumiques, tu es capable d'évaluer, tu comptes tes bactéries, puis tu es capable d'évaluer la biomasse de bactéries que tu as en ayant une densité. Fait que tu es capable de dire, bon, j'ai compté tant de bactéries, une bactérie, c'est une densité moyenne de temps, je ne me rappelle plus exactement c'est quoi, ça peut se trouver sur le net. Là. Un champignon, c'est la même affaire. Ce qu'on voit souvent, 99,9% du temps, de ce que j'ai vu, moi, date, c'est les ifs de champignons qui sont littéralement des tubes. Fait que là, tu prends une formule, tu es capable de mesurer le volume de tubes de champignons que tu as dans un certain champ donné avec une surface que tu connais. Puis après ça, la même affaire, tu as la densité d'un champignon moyen, tu es capable de mesurer la biomasse de mycélium que tu as dans ton thé de compost. Fait que ça te permet de voir qu'est-ce qui se passe. Ça te permet de voir la diversité que tu as aussi, autant en fait de bactéries, de mycélium de champignons qui sont pas toutes de la même grosseur. Il y en a qui sont septés, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a ils ont un gros diamètre, il y en a qui ont un tout petit diamètre. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment beau de voir ce qu'il y a dans un sol. C'est renversant de voir la vie qu'il y a dans un sol. C'est comme à une autre échelle, à un autre niveau. Les nématodes, c'est la même chose. Tout le temps impressionnant de voir un nématode là, qui serpente et qui mange ses bactéries. Les protozoaires aussi. Mais je vais tout mettre ça sur le net. Tout ça pour dire qu'à 19h, j'avais mon maximum de biomasse. Puis, ce que ça donne, c'est que dans ce 3 litres-là, okay, avec la densité de micro-organismes que j'ai, que je suis capable d'évaluer en regardant le microscope, je suis capable de dissoudre, pas de dissoudre, mais de couper, c'est-à-dire de diluer mon volume de 3 litres dans un volume de 50, c'est à peu près, j'ai le chiffre, je vais regarder. J'ai été capable, avec la densité que j'avais là-dedans, c'est venu tellement dense en micro-organismes que j'étais capable de couper à 51 litres d'eau. C'est-à-dire que j'étais capable de prendre le 3 litres puis rajouter 48 litres d'eau pour faire un total de 51 litres. OK? À 51 litres, j'étais encore dans une densité très bonne pour pouvoir... Ce que j'ai fait avec ce test-là, c'est que j'ai inoculé des plantes, j'ai arrosé par terre. Mes plants étaient adultes. Puis j'avais planté des gousses d'ail aussi qui étaient sous le sol. Puis à quoi ça sert ça en comparaison avec ce que je vous disais quand on fait un traitement, un arrosage foliaire en prévention? C'est ce que ça fait quand tu le fais directement sur le sol, c'est que ça inocule ton sol, puis ça augmente la quantité et la diversité de micro-organismes que tu as. Autrement dit, c'est comme si tu prenais ton compost puis tu l'étendais directement dans ton rang. Mais l'avantage, c'est que vu que c'est liquide, c'est que ça percole dans ton sol, ça passe les couches. Si vous travaillez avec un paillis, puis c'est préférable de travailler avec un paillis, ça descend jusqu'en dessous de ton paillis, dans le sol minéral, ça colonise tout ton paillis puis tout ton sol minéral. Fait qu'après, tu te retrouves avec un sol enrichi en micro-organismes, avec toute la pleine chaîne trophique, toute la largeur de strates de micro-organismes que tu peux avoir qui vont répondre aux besoins de ta plante là, à la seconde près. Fait que ce que ça donnait, ce 51 litres-là, avec le taux de fertilisation que pas le taux de fertilisation, mais le taux d'application qu'il faut que tu aies, j'étais capable d'inoculer 362 mètres carrés de planches. 362 mètres, moi je dis 362 mètres carrés de planche parce que dans le fond, une planche standard, on s'entend, c'est à peu près 32 pouces, donc c'est
peut-être 80, 60, j'ai pas la conversion, 75 à 80 cm peut-être de large. Mais moi, je me dis, bon, disons 1 mètre par 1 mètre, 1 mètre de large par 1 mètre de long. Donc, 362 mètres de planche avec un petit 3 litres de ce que j'avais fait dans mon brewer de thé. Ça fait que c'est énorme ce que tu es capable d'inoculer avec ça. Puis ouais, si tu veux travailler avec un plus gros contenant, c'est tout le temps le fun parce que tu es capable d'inoculer plus. Mais 362 mètres de rang, je veux dire, c'est quand même pas mal de stock, mine de rien. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment efficace comme petit appareil. Puis pour finir, je vais vous donner la recette que j'ai prise qui correspondait un petit peu plus à mon compost. Moi, j'avais un compost qui était un peu plus du côté, il favorisait, disons, plus les champignons que les bactéries, parce que ce que je cultive a besoin, dans succession végétale, le genre de sol que je vais avoir, je veux préparer un sol plus pour les affaires comme noisetier, bleuetier, amélanchier, des affaires comme ça. Je suis dans le côté des arbustes qui sont une succession végétale avant la forêt, mais qui sont vraiment loin des légumes qu'on cultive habituellement. Ou là, d'habitude, des légumes en rang, des affaires comme des tomates ou du maïs ou tous les légumes classiques, disons ça comme ça requiert un compost balancé entre, disons, un rapport balancé égal entre champignons et bactéries. Moi, ce que je veux instaurer, c'est plus un 10 pour 1 ou 20 pour 1 du côté des champignons. Mais la recette que j'ai est quand même bien. Mais je vais revenir, comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup d'affaires à dire là-dessus. Je veux juste vous dire avec quoi j'ai travaillé, puis ça vous donne une idée, là. Fait que la recette que j'avais, moi, c'était pour une quantité de 3 litres d'eau. L'eau, en passant, faites-la déclarer. Vous pouvez prendre de l'eau directement du robinet, mais laissez-la à 24 heures, le temps que le chlore s'évapore, puis après ça, vous êtes correct, il n'y a pas de trouble. Ce que j'avais comme recette, c'était, j'avais 142 grammes de compost. Puis quand je dis en grammes, le compost, il est habituellement à peu près 50% d'humidité relative. Fait que c'est sûr que s'il est plus sec, vous allez en mettre plus. L'humidité relative, quand tu prends une poignée de compost et tu sers fort avec ta main, tu vois de l'eau qui commence à couler tranquillement. Mais pas des grosses gouttes qui tombent, mais tu vois de l'eau qui sort des joints de tes doigts. Puis si ça coule plus que ça, c'est supérieur à ça. Mais le monde qui connaisse le compost, c'est pas vraiment bon que tu montes en haut de ça parce que ça rend ton compost plus apte à être anaérobie. Puis t'es mieux de garder ça à 50-55% d'humidité relative. Si vous ne voyez pas d'eau qui sort, ben, il est un peu plus bas. Là, c'est dur de savoir sans mesurer il est à combien. Mais disons que essayez de le mettre à la bonne humidité ou quand vous serrez fort, vous avez un peu d'eau qui sort entre vos doigts. À partir de ce moment-là, on peut prendre le 142 grammes comme poids de base. Ça donne un volume à peu près égal à... j'avais 310 ml de compost, OK? Que je mets là-dedans. Avec ça, quand je vous parle de la nourriture pour les micro-organismes là-dedans, bon, ce que j'ai pris dans cette recette-là, c'est ces deux produits que j'ai essayés et qui ont bien marché. C'est de l'hydrolysat de poisson qui est fait par Acadie. C'est assez dispendieux, mais on n'a pas besoin de vraiment en mettre beaucoup. Pour la recette avec le 3 litres, on a besoin d'en mettre 4 ml seulement. Puis 4 ml aussi d'algue liquide qui est faite par la même compagnie Acadie. Je vais vous montrer ça de proche. Même chose. Puis avec ça, vous êtes capable d'en faire beaucoup. C'est 4 ml pour 3 litres. Puis, l'autre affaire que je vais vous parler, c'est... je ne voulais pas trop m'étendre là-dessus, mais je vais en parler quand même. Vous pouvez mettre un petit supplément, là. Pas vraiment, je vais prendre la peine de regarder le... Pas vraiment à plus là, que 1 ou 2 ml là, quand vous mettez les deux autres là, de mélasse biologique, ça ressemble à ça. Mais si vous voulez aller comme plus local avec quelque chose d'autre, je vous conseillerais d'essayer du sirop d'érable. Puis je l'ai pas essayé personnellement. Moi j'ai pris de la mélasse
J'utilise la mélasse, mais pour cette recette-là, je ne l'ai pas mis. La mélasse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va booster un peu vos bactéries si vous voulez avoir un compost un peu plus balancé. Si vous n'avez pas de microscope, puis vous n'avez pas de diomètre pour mesurer tout ça, c'est pas grave parce que, ben c'est pas grave. C'est le fun d'être exact dans tout ça. Des fois, on entend parler de thé de compost, puis il y a une façon de bien faire ça, puis il y a une façon assez précise de le faire pour avoir les résultats escomptés. Ce qui nuit souvent à cette façon de cultiver-là, c'est que les gens ils emploient toutes sortes de méthodes qui peuvent être bonnes ou moins bonnes, mais on manque un peu de standardisation puis de méthode là-dedans. Puis j'ai lu, quand je vous ai sorti le fait de faire de l'arrosage foliaire avec du thé de compost, qu'est-ce que ça peut combattre comme maladie fongique. C'est impressionnant, mais j'ai tout pris ça dans des articles scientifiques. Mais quand je regarde, quand on sait la meilleure façon de produire du compost, puis on regarde les articles, puis on regarde de quelle façon ils produisent leur compost, c'est rare que c'est standardisé. Tout le monde fait un peu... il y en a qui achètent du compost commercial, il y en a qui prennent des restants mettons, j'avais un article où ils prenaient des restants de marque de raisin, ce qui reste après avoir fait presser le raisin pour faire du vin. C'est toutes des bases intéressantes, mais c'est le traitement qu'ils en font après coup pour composter qui explique souvent que les résultats sont plus ou moins intéressants. Puis ça, je vais revenir là-dessus aussi. Mais ce que je voulais, c'est de vous montrer un vrai bon petit brasseur de compost de thé de compost qui ne coûte absolument rien à faire, puis que vous allez être capable de faire votre compost rapidement. Ça va vous demander une pomme, puis 2 bouteilles d'eau vide, puis un peu de silicone, puis l'affaire est réglée. Fait que je pense que j'ai fait le tour. Puis on peut repenser à ça 30 secondes, comment dans un petit volume de même, tu te ramasses que tu es capable d'inoculer un sol à raison de 360 mètres carrés, c'est quand même assez étonnant. Fait que juste pour vous donner une idée, si on est capable d'avoir les mêmes résultats avec un 5 gallons, OK, ça donne à peu près 2000 mètres carrés. C'est 1/5 d'hectare. Ça commence à être du stock. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo là, puis je vais revenir avec les sujets plus ciblés. Là. Les bactéries dans le sol, ils font quoi? C'est quoi leur interaction avec les plantes, les champignons, les protozoaires, les nématodes? Puis c'est quoi la synergie entre tous ces micro-organismes-là? Ensuite de ça, il y a le compost. Comment on peut faire du compost assez rapidement puis efficacement puis faire du bon compost? Mais je répète encore ce que j'ai dit au début de la vidéo. C'était une vidéo surtout pour le monde qui avait déjà travaillé avec ça. Si vous êtes sûr que vous avez du compost qui est un bon produit, puis le compost commercial, c'est comme je vous disais, ils ont fait des expériences là-dessus. Il y en a du bon, il y en a du moins bon. On ne peut pas être sûr à 100%. Puis à moins de regarder ce qu'il y a vraiment dedans, avec un microscope optique, on ne peut pas vraiment savoir, mais il y a des gens qui cultivent avec la même sorte de compost, puis la même recette de compost, puis qui ont des succès excellents par expérience. Bien, à ces gens-là, je dis, si vous prenez un brewer de ce type-là, vous allez faire un thé de compost exceptionnel. Puis aux autres, ben, je dis, essayez de faire votre possible, puis essayez de vous informer, parce que quand même, sur le net, il y a des bonnes informations. Puis je vais m'en venir avec de quoi de vraiment précis pour qu'on regarde ensemble comment on fait ça du compost thermique, puis c'est quoi la meilleure façon, puis quels résultats on va avoir selon ce qu'on cultive aussi. Fait que d'ici là, je vous dis salut, puis encore bon été, là, on se sent un petit peu plus l'été, là. Fait que profitez-en, puis on se voit plus tard. OK, bye!